Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans le débat du soir. L'ère numérique a engendré de nouvelles formes d'expression, mais aussi de nouvelles formes, on va dire, de monétisation basées sur les vues et l'engagement, c'est-à-dire le buzz. Pour de nombreux jeunes, générer du contenu provocateur ou sensationnel, souvent en ciblant des figures d'autorité ou des institutions comme le chef de l'État ou le CNIN, est perçu comme une stratégie rapide pour rendre leur compte rentable. L'arrestation d'un citoyen, même exerçant un métier simple comme meunier pour des publications agressives et des montages, rappelle brutalement que l'espace numérique n'est pas une zone de non-droit. Attaquer les institutions pour le buzz, quand l'ignorance numérique mène à la criette, ce soir nous voulons faire dans de la sensibilisation, évidemment, dans notre mission d'éducation. En second temps, nous allons nous intéresser aux projections pour 2026. Vous le savez, le gouvernement confirme que l'emploi et l'insertion professionnelle sont des priorités majeures du projet de budget 2026. Cette politique sociale est ancrée dans la volonté de réduire durablement le chômage et de bâtir une économie inclusive centrée sur la jeunesse au cœur de cette dynamique. Le programme spécial de préinscription dans l'enseignement fait partie des priorités de 2026. Après plusieurs années d'expérimentation, le gouvernement a décidé aussi d'intégrer progressivement les aspirants au métier d'enseignant dans la fonction publique selon les conditions d'éligibilité définies. Cette perspective crée de nouveaux espoirs pour des milliers de jeunes, même si les besoins varient d'une année à l'autre. Mesdames et messieurs, voilà donc nos deux sujets de ce soir. Et je suis avec Florent Rossinon, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Angèle et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de E-Télé. Merci de prendre le rendez-vous du débat. Monsieur Nicolas Sopeta, vous êtes enseignant. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux amis téléspectateurs, bonsoir sur le plateau. Monsieur Innocent Godonou, vous êtes également enseignant, mais aussi journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir madame Tobola, bonsoir chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir à tout le plateau. Et enfin, le quatrième de tous les vendredis, Roméo Aïsegbe, analyste politique de formation, consultant en génie civil. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir chez vous. Voilà, mes invités, mesdames et messieurs, on va démarrer par le premier sujet qui est relatif à l'arrestation de ces citoyens pour des publications, on va dire, agressives et des montages. Dans ces montages, ils ciblent des personnalités comme même le chef de l'État. On lui a mis la main dessus, on peut le dire comme ça, et puis il sera présenté au procureur spécial de la Criette. Florent Rossinon, permettez-moi de commencer par vous. Quand vous avez appris cette information, cela vous a inspiré quoi au vu de, on va dire, de l'institution attaquée? Oui, c'est une information grave du moment où ça dépasse même l'atteinte à l'ordre public. Parce que nous sommes en présence d'un cas de délinquance avancée pour lequel il faut punir, mais punir en insistant sur la correction sociale. Puisque les institutions de la République sont, disons, dirigées par des personnalités, des personnalités de haut rang. Et c'est la Constitution du Bénin, notre loi fondamentale, qui a mis sur place ces institutions-là. Et donc, en aucun cas, on ne peut accepter qu'un citoyen s'attaque vertement, d'accord, aux institutions, encore, et même aux personnalités qui dirigent ces institutions-là. Vous voyez l'image qui a circulé, l'information qui a circulé ces derniers jours par rapport à ce citoyen béninois est une information, ou disons une information malheureuse, qu'on en arrive à ce qu'un citoyen du Bénin monte des images du président de la République dans des postures qu'il n'avait pas adoptées, qu'il n'a jamais adoptées, et qu'il fasse de la diffamation par le biais des moyens électroniques. Je crois que ça a suscité en moi d'abord de la révolte. Révolte parce que un jeune ne peut pas,
d'accord, mettre en branle comme ça l'éducation qu'il a reçue. Nous avons reçu une éducation respectueuse de la personne humaine, respectueuse du grand frère, encore plus respectueuse, disons, de l'adulte. Et donc, c'est une information qui interpelle la société béninoise, qui interpelle, disons, l'éducation familière, l'éducation en famille, avant qu'on en arrive maintenant à l'éducation formelle. Donc voilà les sentiments que cela a suscité d'abord en moi, des sentiments de révolte, d'interrogation. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelle est la société que nous sommes en train de projeter, de créer, de fabriquer? Quel type d'hommes béninois fabriquons-nous? Quel type de jeunes fabriquons-nous? C'est cela. Merci beaucoup. Je vais vous interroger tout ça sur votre première lecture, ce que vous inspire cette affaire. Je donne maintenant la parole à vous, Monsieur Sopita. Vous avez vu les images montées? Bon, mais moi, je n'ai pas pu voir les images, pour être sincère. Vous avez vu au moins, j'ai eu l'information. J'ai eu l'information. Au fait, nous sommes à l'ère du numérique, qui plus est l'intelligence artificielle qui malheureusement a ses revers. Et donc, lorsqu'on ne sait pas appliquer ou s'appliquer à faire un bon usage de l'intelligence artificielle ou encore tout simplement du numérique, voilà les dérapages auxquels nous assistons. Je m'inscris dans la même direction que ce que disait M. Florent, que oui, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation. Au fait, ça pose une problématique de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec toutes ces perversités en ce qui concerne le numérique. Et donc, effectivement, vous avez fait bien de le mentionner dans votre dans vos phrases préliminaires tout à l'heure en présentant l'émission, qui va vouloir ce soir être une émission d'éducation, de sensibilisation. Effectivement, il faudrait que la couche juvénile sache que, oui, cet outil auquel nous sommes devenus familiers aujourd'hui est un outil qui peut nous servir, dont on peut se servir à bon escient et profiter. Mais c'est également quelque chose qui peut être dangereux pour nous. Et il va falloir donc, quelles qu'en soient les révoltes, quels qu'en soient les sentiments de négativité, ou je veux dire de colère, pas d'accord avec ce qui se fait de la part des autorités de notre pays, en aucune manière cela ne devrait vous amener à agir, à mettre en péril la personnalité ou en danger l'image d'une personnalité, et puisque cela en est par le biais de nos lois, et dans une société, l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers sont les lois, sont ces règles, les principes de base sur lesquels nous vivons et qui définissent les rapports des hommes dans la société. Et donc, vous devez savoir que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, s'attaquer à un président de la République, de sorte à mettre en péril son image, ce n'est pas seulement seulement la personne du chef de l'État que vous attaquez à toute la République, vous attaquez à tous les citoyens, parce qu'il est le symbole même de cette République. Et vous devez vous souvenir, en France par exemple, lorsque Emmanuel Macron reçoit la gifle d'un citoyen français, qu'il vous souvienne, même Ségolène Royal, même Marie Le Pen se sont levés contre cela. Et en temps normal, que je sois de l'opposition ou du bord du chef de l'État, je devrais me révolter face à cela pour dénoncer vivement ces genres de pratiques et d'amener les hommes, comment appelle-t-on, la jeunesse à savoir faire bon usage de ce que le numérique nous offre, pour ne pas se retrouver dans les situations dans lesquelles ce jeune homme s'est retrouvé. C'est dommage. Je voudrais peut-être
interpréter l'indulgence des uns et des autres. C'est vrai, la punition, elle est éducative. Il faut savoir aussi l'appliquer, peut-être pour ne pas détruire aussi l'avenir de cette jeunesse-là. Bon, il y a un adage ivoirien qui dit conseil ne conseille pas souvent, c'est conséquence qui conseille. Je suis d'accord. Allez, Innocent Godonou, vous avez écouté vos prédécesseurs. Alors, quand on a fini de dire tout cela, qu'on parle d'éducation, est-ce qu'on ne va pas également interroger, on va dire, ce qu'on comprend réellement du respect de nos institutions? À la lumière de cette situation malencontreuse et je peux dire fâcheuse à laquelle nous avons assisté à travers cet acte que on pourrait qualifier d'outrage à la magistrature suprême, je suis perné de voir une société béninoise qui est en pleine déliquescence des valeurs morales. En fait, il y a une crise qui s'installe et cette crise trouve véritablement son essence, je peux dire, son origine dans le numérique, dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est amusé avec la personnalité du chef de l'État. Et c'est comme ça, d'autres jeunes s'amusent aussi avec la personnalité d'autres individus, d'autres citoyens de la République. Et je pense qu'il est temps qu'il faut sonner la fin de cette récréation. Oui, je parle de déliquescence des valeurs parce que ça nous interpelle tous. Nous devons vraiment adopter un comportement vraiment respectueux, un regard beaucoup plus profond, minutieux et respectueux vis-à-vis des institutions de la République, encore les personnalités au fait qui incarnent le symbole de la République. Et donc il faut savoir aussi manifester, est-ce qu'on peut dire révolte ou carrément on est à la recherche effrénée de l'espèce sonnante et trébuchante à travers les réseaux sociaux et il n'y a plus de limites. On ne se donne plus de limites. On veut réaliser quelque chose de spectaculaire pour marquer peut-être son passage, pour s'illuminer, pour avoir beaucoup plus de likes, beaucoup de followers. Et on s'oublie qu'on est dans un cadre social qui est régi par des lois. Et quand donc, c'est pas forcément de l'ignorance, c'est qu'on non, il n'y a pas de l'ignorance. Non, il n'y a pas de l'ignorance parce que il y a du matérialisme, il y a la recherche du profit. Parce que si ce buzz marchait, vous imaginez un peu les retombées que cela pourrait avoir à travers tout ce que ça va générer comme profit. Donc c'est ça véritablement, c'est ça que ceux-là qui s'adonnent à ces genres d'actes désacralisants ou déshumanisants, là, s'y adonnent, en fait, ils sont prêts à produire le pire pour lui avoir gain de cause, pour remplir ses poches. Et je pense qu'il faut combattre véritablement cet esprit, je peux dire cet esprit maléfique qui consiste à aller chercher forcément de l'argent, de l'espèce tournante et trébuchante sur le dos des citoyens de la République. Encore qu'il s'agit de la première personnalité de la République, nous devons véritablement adopter beaucoup plus de considération, beaucoup plus de respect envers celui-là. Et c'est là où je demandais justement ce que nous comprenons du respect de nos institutions. Est-ce qu'on va prétester que c'est un meunier pour dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? La justice va décider puisque l'affaire est pendante. Omer Segbe, on va évoluer dans les échanges. Le principe, on le connaît tous, hein, c'est le nul n'est censé ignorer la loi. Mais est-ce que ce nul n'est censé ignorer la loi est applicable de manière égale dans l'espace physique que dans l'espace numérique? Ou devons-nous peut-être reconnaître une certaine fracture de la connaissance légale chez ces jeunes exacerbés par la quête du buzz? Madame Angèle, laissez-moi vous dire qu'à partir du moment où chaque État dans le monde aujourd'hui s'est doté d'un code en ce qui concerne le numérique, c'est parce que, comme vous le savez, vous et moi, de la même façon que nous apprécions le fait que en étant dans notre salon, nous pouvons faire la demande de notre casier judiciaire, acte de naissance et l'obtenir, ce qui répond valablement par rapport à l'acte, tout comme si nous avions fait le déplacement pour aller dans ces différents services. C'est tout à fait normal que l'on considère tout acte posé dans l'espace numérique comme étant un acte qui vaut
et je dirais même un acte qui vaut même au-delà, hein, des actes que vous posez dans le réel, dans le factuel. Alors, je m'en voudrais si je ne fais pas un clin d'œil à ce système d'éducation qui échappe à nos parents compte tenu de ce que nous avons, cette magie du blanc entre nos mains. Vous savez, ça aurait été dans une famille, peu importe l'âge de ce meunier, lorsqu'il serait en train de raconter ce qu'il a mis sur l'espace public, lorsqu'il serait juste en train de raconter cette mauvaise blague, tout le quartier, toute sa famille l'aurait raisonné. En tout cas, l'aurait raisonné tout de suite. Bah, il fonctionne sur pseudonyme souvent. Oui, non, déjà, le pseudonyme, vous savez, le buzz les pousse à montrer des signes pour montrer que ça les appartient à eux, qu'ils vous souviennent. Lorsqu'ils arrivent à totaliser un certain nombre de vues, ils parlent de publicité. Et donc, ils visent. Donc, pour pouvoir avoir des services, pour pouvoir poster des publicités, c'est que nécessairement, il se fait identifier par quelqu'un qui veut lui faire passer un service de publicité. Donc, déjà... Mais quelle idée d'aller faire de la pub sur ces genres Ah non, il suffit juste de prendre 1 heure de temps pour rester sur TikTok et vous allez donner raison à notre compatriote Richard Flash qui demandait à ce qu'on fixe des heures pour fermer TikTok au Bénin. C'est-à-dire, vous allez voir des personnes que vous pouvez juger ne pas être, je dirais... très équilibré en matière d'éducation, mais qui totalise des vues pas possibles. Et qui parle de publicité. Et vous voyez effectivement des gens monter sur leur live pour faire de la publicité. Alors, juste après la publicité de l'individu, vous le verrez en train de dire des énormités. Et c'est ça, effectivement, qui attire. Le phénomène du mensonge et du buzz, vous le savez très bien, que ce soit dans le monde du réel ou sur le virtuel, c'est ce qui est un peu orthodoxe, qui attire plus du monde. Lorsque vous parlez dans le sens éducatif, lorsque vous voulez être correct, réglo, vous ne verrez personne vous s'intéresser à vous, parce que tout le monde se dit, ben, si vous voulez être carré, c'est que vous vous voyez trop, on voit de l'orgueil. Mais par contre, lorsque vous avez la facilité d'insulter, vous avez la facilité de monter des mensonges aussi grossiers, grotesques, c'est-à-dire là, vous attirez de la foule. Alors, nous sommes là, et ce meunier, au lieu de s'occuper des maïs et autres céréales qu'on amène chez lui, peut-être, il profite peut-être de ce buzz et aller fabriquer des choses qui n'est plus dans l'espace du Bénin seul. Ce n'est même plus dans l'espace de son quartier, mais une fois sur les réseaux sociaux, c'est le monde entier. Et surtout quand c'est le nom d'une personnalité, une institution qui est citée, ça capte tous les vecteurs, tout le monde s'intéresse. Et aujourd'hui, où on n'arrive plus à dissocier quelle image est de l'intelligence artificielle ou du réel, imaginez quand les gens arrivent à faire des montages où il faut vraiment utiliser des moyens électroniques plus poussés pour détecter. Imaginez dans cet espace-là, celui-là arrive à monter de ces images. J'ai même lu, moi je me suis intéressé à son profil, j'ai même lu quelque part où il dit, c'est vous qui êtes au Bénin là, qui allez le craindre. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a permis de voir qu'il est responsable. Et je réponds à votre question. On ne va pas tenir compte, on ne peut pas dire qu'il est naïf. Oui, c'est pas un ignare, excusez-moi. C'est pas un analphabète. Quand on voit... Voilà. Et puis, il sait ce qu'il fait et il sait que ça a des conséquences. Et il anticipe en disant, vous pensez, c'est vous qui êtes au Bénin qui auriez peur de ne pas commenter. Alors, quand je lis ça, je dis, mais celui-là, comment si... Aujourd'hui, le monde est comme un village planétaire où là où tu es, on peut t'identifier, on peut te chercher à tout moment. C'est pourquoi il dit tous ces trucs-là. Heureusement que nous avons un service qui se performe, et qui est dans une performance graduelle et qui nous donne raison à tous les Béninois qu'aujourd'hui, parce que son arrestation permet à ceux qui avaient cru à cette image-là que ce n'était pas du réel. Si on ne l'avait pas arrêté, d'aucuns même l'auraient pris. Et comme eux, ils ne vont pas parler sur les réseaux sociaux, ils vont montrer à d'autres personnes qui n'ont même peut-être pas accès aux réseaux sociaux que c'est comme ça, on a vu la première personnalité du Bénin en train de faire... Voilà. Et il se prénomme, il se fait appeler... donc nous on ne cite pas de nom sur ce plateau. Je parle de son titre. En fait, il se donne le titre d'influenceur. Vous imaginez, et ça c'est le kit des influenceurs que nous voyons aujourd'hui au Bénin. En fait, je suis sûr que les parlementaires, après avoir toiletté un certain nombre de choses, vont penser aussi à une loi qui cadre un peu le secteur là. Puisque l'influenceur, pour ce que nous connaissons au-delà du Bénin, en fait c'est carrément un secteur d'activité
dont tous les secteurs ont besoin, hein, et on a vu comment c'est encadré ailleurs et comment est-ce que les pays développés, Chine a trouvé les moyens pour toujours encadrer ce secteur-là. Et il le faut véritablement au Bénin, il faut trouver les voies et moyens. Et ça, c'est le kit de la HAC, hein, de trouver un certain nombre de choses, de réglementer pour que véritablement on n'ait plus à subir tous ces trucs-là. Imaginez les enfants qui ont accès aux tablettes aujourd'hui juste pour faire des recherches par rapport à la classe, ils tombent sur ces images-là. Comment vous pouvez leur expliquer que c'est un montage? D'accord. Voilà. Donc, ça nous concerne tout. Mais alors qu'on cherche, Florent, sinon, à réduire la fracture numérique aujourd'hui, ce qui veut dire que l'Internet sera encore plus utilisé. Et l'usage qu'en fait les jeunes commence à inquiéter. Est-ce à dire que nous devons finalement prendre le taureau effectivement par les cornes et en arriver à une certaine régulation finalement telle que annoncé ça et là des réseaux sociaux? Vous savez, l'UNESCO a depuis des années institué le curricula éducation aux médias et à l'information. Mais vous imaginez que c'est en Master 2 en journalisme que moi j'ai eu ce curricula-là. Ça pose un problème. C'est que nous sommes une société qui est en retard sur certaines choses. On doit pouvoir insérer très rapidement dans le curricula, dans les cours à l'école et déjà dès la maternelle, l'éducation aux médias et à l'information. Vous voyez, aujourd'hui à la maternelle, il y a même des établissements privés au Bénin qui exigent qu'on paye aux enfants une tablette pour l'apprentissage. Et donc, les enfants déjà, dès la maternelle, touchent au numérique, entrent dans le numérique, sont dans le monde du numérique. Alors qu'on ne leur a pas enseigné, on ne leur a pas appris quelles sont les conséquences de la mauvaise utilisation du numérique. Le numérique n'a pas que des avantages. Donc vous voyez, c'est là tout le problème. Et moi, si moi je n'avais pas évolué jusqu'en année de master, je n'aurais jamais su qu'il y a un curricula qu'on appelle éducation aux médias et l'information. Et donc, tout le problème est là. Il faudrait que déjà, dans l'éducation formelle, qu'on éduque, qu'on mette sur place des curricula qui permettent aux enfants de savoir quel est l'impact de leur présence dans le numérique. Cela s'entend peut-être, mais est-ce qu'on a besoin d'une éducation particulière pour savoir que quand on est dans une société, il y a des règles? Déjà, dans la société physique, il y a des règles, mais le numérique, normalement, ça doit aller de soi, ou bien ça peut paraître évident, mais ce n'est pas le cas. Si ce menu, d'accord, savait qu'au Bénin, il y a ce qu'on appelle le code du numérique, qui est excessivement, qui réprime la présence malencontreuse sur le numérique, sur Internet et autres, la mauvaise utilisation d'Internet. Je pense qu'il n'allait pas faire ce montage-là. Vous voyez donc, il s'en est même pris au centre, le CNIN. Oui. Le CNIN, dans sa dénomination, on sait que c'est le centre qui investigue, qui fait des investigations sur le numérique. Donc, est-ce qu'il est sans réellement le savoir? Bon, là, on peut s'interroger quand même, mais je vous laisse continuer. Là, vous parlez du centre d'investigation numérique. Moi, je parle du code du numérique, qui s'est ajouté au code de l'information et la communication de 2015. Ouais, donc, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on en arrive à une éducation effective de la jeunesse par rapport aux méfaits du numérique, par rapport à leur présence dans le monde numérique. Et moi, je pense que cette éducation n'est plus tellement à la portée des familles. C'est une éducation qui doit être aujourd'hui prise à bras le corps par l'État. Et donc, dans le système formel, on doit pouvoir insérer la leçon sur l'éducation aux médias et à l'information. Et pour cela, il faut déjà former les enseignants à cela. On n'a pas besoin de recruter des enseignants spécifiques pour cela, mais il y a des experts dans le pays qu'on peut recruter et à qui on peut demander, d'accord, de coacher les conseillers pédagogiques, afin qu'eux aussi, ils prennent le relais au niveau des écoles, des collèges, des lycées, ou même de l'université.
Vous voyez, c'est moi je dis, bon, un menu. Vous voyez, quand vous voyez la catégorie sociale de celui qui a posé cet acte et qui est devenu agent pénal, ça interpelle. Si, je m'excuse, mais si un analphabète en arrive à poser un tel acte, en toute méconnaissance du code du numérique, qu'est-ce qu'on dirait d'un étudiant à l'université? Donc, il faudrait qu'on renforce vraiment notre système éducatif et qu'on forme véritablement aux enjeux qui se présentent actuellement. C'est ce que moi je pense. Bon, ma question était de savoir s'il y a finalement urgence à faire de la régulation des réseaux sociaux une réalité. Vous avez plus indexé l'éducation. D'accord, l'éducation aux médias et au numérique. Oui, Innocent Godonou, sur cette question. Non, je partage tout à fait le point de vue de Florent Ouessou. C'est-à-dire, à défaut... Pardon, toutes mes excuses. Alors, à défaut d'agir pour sanctionner en même temps, moi, j'aurais préféré qu'il y ait vraiment de la prévention. Vous savez, depuis un certain moment... Mais le CNIL fait de la sensibilisation. Il faut généraliser cela, il faut vulgariser cela. Je me demande combien de personnes arrivent à suivre en fait, ces sensibilisations avec le CNIL. C'est toute la question. Maintenant, il faut généraliser, surtout dans les centres d'éducation. Vous savez, il y a une merveilleuse expérience que le gouvernement Benoît est en train d'expérimenter à travers les classes sportives, les classes culturelles. On a même parlé des classes socio-éducatives. Alors, et cette réforme est à son expérimentation. Je pense que si très très vite on généralise cette réforme sur qui vise à promouvoir les classes socio-éducatives, je pense que ce volet serait directement intégré. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de CNID. Mais CNIN, voilà. C-N-I-N, voilà. Exactement. Il faut que dans les centres d'éducation, il faut que dans les collèges, et aussi, pourquoi pas, s'il faut élargir ça vers le primaire, parce qu'aujourd'hui, les enfants utilisent des consoles, ils utilisent des portables, et Dieu seul sait sur quel site ils vont. Aujourd'hui, même quand on leur confie des thèmes d'exposés, s'ils vont dans les cyber, c'est pour aller sur des sites d'indécence. Voilà, donc il faut absolument les éduquer suffisamment. Et là, peut-être que la sanction, la répression viendra après, mais il faut d'abord axer sur l'information, il faut d'abord axer sur la prévention. Je pense que c'est très, très important. Lorsque le citoyen lambda connaît réellement les conséquences auxquelles il sera exposé lorsqu'il porte un acte qui tend à détruire la personnalité d'un individu, je pense qu'il doit réfléchir au moins 7 fois avant de poser son acte. Et aujourd'hui aussi, avec tout ce qui se passe, il faut aussi accompagner avec la sanction. Mais d'abord, il faut la prévention et ensuite la sanction viendra. Il faut forcément privilégier la piste de la prévention, surtout de la nouvelle génération, les apprenants. Et ensuite, on pourra envisager des sanctions lorsque des adultes qui sont supposés être des sachants vont tomber sous le coup de la loi. La prévention, mais la sensibilisation suffira-t-elle jamais pour pouvoir conscientiser tel que vous voulez dans un monde qui va très vite, Nicolas Sopetin, et surtout régi par le buzz à tout prix, par l'envie du sensationnel, par l'envie d'avoir... Parce que tout ça, la finalité, c'est de l'argent. Est-ce que cette sensibilisation, ça suffira jamais? Il faudra bien aller un jour à la coercition et on y est. Bon, je suis d'accord, quelque part d'accord avec vous, parce que, oui, il faut savoir sanctionner. Quand il faut sanctionner pour éduquer. Je suis totalement d'accord aussi, quelque part d'accord avec vous, pas totalement, parce que, comme le disaient mes prédécesseurs tout à l'heure, au fait, la question, ce n'est pas seulement alors donc de s'attaquer à l'individu d'aujourd'hui. C'est aussi s'attaquer à l'individu de demain. Quel type d'homme nous voudrions pour demain? Face donc à cette, comment appelle-t-on, cet essor technologique, cet essor du numérique, quel type d'homme nous voudrions demain? Et d'où la problématique de l'éducation et donc de la formation à la base des enfants face au numérique. Et vous voyez, aujourd'hui, même dans les pays les plus développés, c'est pourquoi on met l'accent beaucoup plus sur la philosophie
l'éducation aux bonnes mœurs, la conscience. C'est pas seulement donc les sensibilisations sur les médias, sur les réseaux sociaux qui favorisera cela. C'est quand on veut avoir un homme digne du nom, selon l'OMS, c'est dans les cœurs de l'enfant, dans l'esprit de l'enfant qu'il faut semer les gemmes de la personnalité, les gemmes de la paix de demain. Vous voyez, au fait, ici aujourd'hui, avec l'essor technologique, avec le numérique, avec l'intelligence artificielle, tout est possible. Il va falloir, face à cela, former un individu qui prend conscience du jeu et de l'enjeu, qui prend conscience de ce qu'il faut faire de la chose. Vous voyez ce que disait M. Vossinon? En fait, c'est cruel que le curricula de l'école aujourd'hui ne tient pas en compte cette réalité-là de chez nous et que ce soit donc jusqu'à ce niveau qu'on intègre une pareille formation. Je pense qu'il y a problème. Il y a une sorte de déphasage entre ce que nous donnons comme formation aujourd'hui et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il est effectif, il est normal qu'aujourd'hui l'on revoie ce que nous enseignons à l'école. En France, on a ramené la philosophie jusqu'en 5e. La philosophie est ramenée jusqu'en 5e parce que on sait que par cette discipline-là, on peut très tôt insérer, semer dans l'esprit de l'enfant un certain nombre de valeurs, un certain nombre de prises de conscience très tôt de ce que vous avez en face de vous comme le numérique. Et donc voilà, mais aujourd'hui, j'ai comme impression, et ça c'est le problème que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'on tient compte aujourd'hui de ce que l'enseignement peut apporter, ce que l'école peut apporter à la vie sociale? Parce que, au fait, l'enseignement, tout à l'heure même, j'étais avec un certain nombre d'élèves de terminale à qui je disais, l'enseignant est celui-là à qui on confie une œuvre aussi salvatrice qui est donc de construire l'humain. Dieu l'envoie sur terre nul, très nul, et à l'homme, l'enseignant, d'effacer cette poussière qui se retrouve au niveau de sa mémoire, qui se retrouve au niveau de sa conscience, pour lui faire clair ce dont il a besoin pour une société dans laquelle il voudra vivre demain et de façon digne. Moi, je pense que c'est là où nous en sommes. Vous voyez, et c'est vrai, il est facile de dire nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, l'ignorance est une réalité. Il y a donc un paradoxe. Donc, que faut-il faire? Moi, je dis, dans la Bible, il dit mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, donc, ne faut-il pas très tôt alors prendre au sérieux cette éducation-là, cette formation-là, et tenir compte d'un certain nombre de besoins de cette école, revoir le curriculum et insérer très vite le numérique, la formation numérique, parce que franchement, vous avez seulement vu le menuisier, hein? Il y a peut-être de salles d'autres choses que la couche juvénile auquel la couche juvénile s'adonne, qui franchement désacralise l'espèce humaine elle-même et par conséquent a des retombées graves et gravissimes sur la société et sur l'humain en général. Et moi je pense que les gouvernants doivent prendre à bras le corps. Sanctionner, oui. Mais aussi, il faut savoir sanctionner. Non, mais bon, oui, parce la loi prévoit le cadrage justement. Donc, non, parce que l'exemple que nous sommes en train de prendre là par rapport au code numérique, vous savez aussi que là aussi il y a des critiques qu'on formule à l'endroit de ce code numérique. Parce que effectivement, c'est vrai, on a tout beau dire que la liberté regentée par la loi, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites, liberté, c'est vrai, c'est tout ça. Mais attention, quand la loi donne l'impression aussi d'arracher à l'individu cette liberté, ça pose problème. Bon, on n'a pas la critique de la loi ce soir. Non, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je dis on a tendance trop à aller vite vers la loi pour dire le code numérique. Oui, on sait que c'est critiquable. Il y a des choses qu'il faut revoir fondamentalement en tenant compte d'un certain nombre de droits humains, en tenant compte d'un certain nombre de... Parce que moi, j'ai toujours dit une chose. Hein. Effectivement, moi, je critique le gouvernement. Je critique les actions publiques. Mais attention, quand dans la critique même là, vous ne savez pas les limites qu'il ne faut pas dépasser. Yeah. Là, ça pose problème. Oui.
Je suis d'accord. D'accord. De l'autre côté aussi, il faut que la loi tienne compte de cette de réalité. C'est de ça que je parle. Romain Waïsségué, vous avez la parole et on finit là-dessus. Ouais, je vous remercie très sincèrement. J'ai écouté avec le cœur chacun de mes co-débatteurs. Mais il m'a semblé que chacun de nous oublie le rôle fondamental que joue le parent. Donc l'éducation à la maison. Parce que l'être, avant même que l'État ne puisse être appelé à agir, parce que là, tout le monde a tourné les regards vers l'État, vers l'État, vers l'État. Mais attendez, quand on parle même de l'éducation de l'enseignant découvre l'enfant pratiquement après 7 ans. Et vous et moi, nous savons très bien ici que l'éducation, le civisme, comme on le dit chez moi, c'est d'abord le parent. Et là où nous en sommes arrivés, ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, c'est que nous avons des adultes qui posent des actes qu'ils ne peuvent pas poser dans le réel. Ils sont en train de le poser sur du virtuel. Et nous avons commencé l'émission en disant que aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie et le virtuel et le réel sont confondus et qu'il n'y a plus de différence. L'État, c'est vrai, l'État est d'abord régalien et la répression, tout le monde tourne vers l'État pour faire justice. Tout le monde tourne vers, en tout cas, les forces publiques, les institutions publiques pour faire justice. Mais tournons-nous vers nous-mêmes aussi pour l'éducation, pour la morale. La vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Surtout l'éducation au patriotisme aussi, un peu. Justement, c'est par là que je veux y arriver. C'est que quand vous tombez dans le panneau, dans ce sens public comme ça, la première des choses, c'est que c'est le nom de vos parents qui sortent. Si, lorsque pas extraordinaire, son surnom, quand parlant de ce meunier-là, à part son surnom, d'autres l'auraient identifié, c'est le nom de famille qu'il porte qui sera touché. Et par rapport à ça, vous savez très bien que la société finira par indexer la famille comme ayant produit des individus qui salissent l'institution de l'État. L'État est là quand même pour faire régner, pour donner la limite de nos droits et nos devoirs quand même. Et donc je voudrais inviter chacun de nous ici, et ces pseudo-influenceurs ou TikTokers ou chercheurs de buzz. Influenceurs, je n'en sais trop rien, mais TikTokers. En tout cas, les informations que moi j'ai lues, émanant de annonçant l'arrestation, c'est l'influenceur. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Et je voudrais inviter tous ceux-là, parce que nous-mêmes on est sur les réseaux, mais il y a même des choses qu'on peut dire que nous-mêmes on suppose déjà qu'on a déjà déraillé et qu'on ne peut jamais mettre ça dans l'espace public. Donc il faut que les gens commencent par connaître la limite de la bêtise. C'est-à-dire, on peut dire, l'homme peut dire, mais il faut savoir dans quel cadre je peux dire ma bêtise. Et quand ça tombe dans le domaine public, c'est la répression, ce n'est pas l'éducation. Et il n'y a pas de sensibilisation à faire dans ce cas-là. C'est-à-dire, quand ça tombe dans le domaine public, vous allez, lorsque vous avez pris, quand l'engagement est total, la responsabilité est entière. Lorsque vous avez pris votre engagement d'aller dire que M. Tantampian a fait quelque chose qu'il n'a pas fait et que vous montez parce que vous voulez faire du buzz, alors montrez votre poitrine lorsque les juridictions, les institutions vont mettre la main dessus, vous mettre la main dessus et subissez la rigueur de la loi. Alors que cela, moi je voulais encourager les institutions, surtout l'appareil judiciaire du pays, à prendre cette période-là pour sévir. Puisque la répression aussi est éducative. La répression est éducative. Après, beaucoup d'enseignants se plaignent du fait qu'au primaire, on a interdit le châtiment corporel et qu'ils ont eu du mal à produire des résultats. Et d'autres parents, je connais même d'autres parents qui vont même jusqu'à l'école demander à l'enseignant, au moins il faut porter un bâton dissuasif parce que mon enfant, là, je vois que ça ne va pas. Et donc, si on produit des individus comme ça, et d'autres qu'on suppose qu'ils n'ont même pas fait le cursus scolaire, ils n'ont pas subi l'éducation comme on le fait pour indexer les enseignants, et qui viennent dans le domaine public verser des insanités, des conneries comme ça, je crois que le rôle de l'État ici, comme CNIL le fait, c'est de le faire, de le projeter devant la criette qui va bien faire son affaire. Et donc ceux qui restent derrière et qui ont envie, n'est-ce pas, d'essayer, continuent d'essayer. Et CNIL aussi, nous allons lui donner la force de continuer à faire, à traquer et à les prendre pour que l'espace virtuel du Bénin soit comme le citoyen béninois, c'est-à-dire la société béninoise est respectée à l'international. Notre société est respectée, le Béninois est quelqu'un, moi j'ai fait beaucoup de cas d'exemple.
Justement, le béninois est trop respecté. Quand vous sortez du pays, vous allez constater, lorsque vous êtes quelque part où on commence par citer, on entend le nom, on dit vous êtes béninois. Des fois, même les gens font la confusion, c'est béninois ou togolais. Ils veulent que tu précises que tu es béninois pour qu'ils disent ce qu'ils pensent des béninois. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater avec le virtuel, tout ce qu'on entend là, pour le meunier, c'est petit. Hein. Prenez une heure de temps seulement à aller sur TikTok. Vous allez vous demander si c'est votre pays. Et donc, je pense que c'est le moment aussi pour la RAC et les autres institutions de réglementer un peu cet espace-là. Et que, voilà, que les gens aillent véritablement, ceux qui veulent faire du boulot à partir du numérique, parce que le numérique est fait pour permettre, pour créer des emplois, pour révéler des talents. Et si c'est le côté négatif de leurs talents qu'ils veulent révéler, que les institutions soient prêtes à taper du poing sur la table. Je vous rassure que la RAC qui réfléchit travaille d'ailleurs. C'est notre contribution à cette sensibilisation-là de la jeunesse. Rappelez donc que le numérique n'est pas un espace ou une zone de non-droit. Il est régi par un code du numérique. Attention donc à ce que nous publions. Voilà. Nous allons évoluer. On n'a plus beaucoup de temps, certes, mais on va dire qu'on va faire au moins un tour de table sur notre second sujet concernant le budget de 2026. Vous savez tous, hein, les ministres ont commencé leur balai pour donc défendre les prévisions de leur ministère pour l'année 2026. On a vu le projet de loi de finances qui a été présenté avant ces différents balais. Le gouvernement qui, dans ses prévisions, confirme l'ancrage dans sa politique sociale en misant sur l'emploi. Plusieurs programmes phares déjà porteurs de résultats seront consolidés afin d'accélérer l'insertion professionnelle des jeunes, soutenir les entreprises et renforcer les secteurs stratégiques. La première question, si vous le permettez, vous sera adressée, M. Soupeta. Alors, on note un investissement massif dans l'emploi des jeunes à travers plusieurs programmes, hein, vous les connaissez. Est-ce que cela prouve, selon vous, que le gouvernement reste néanmoins attentif aux récriminations de la jeunesse et adapte ses priorités budgétaires en conséquence? Bon, Madame Toboula, au fait, est-ce que depuis 2021, on n'est pas déjà dans le social guidio? Je crois que c'est le hautement social. Voilà, bon, c'est au fait l'expression publique, le social guidio, voilà. Bon, je pense que depuis 2021, on y est. Et ben, à chaque budget, vous entendez cela. Est-ce que jusque-là, à moins qu'on me donne la preuve du contraire, Roméo, patientez. Non, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Alors, donc, mais pour ce que je sais, dans la vie quotidienne que nous passons tout le temps à observer, à voir, je ne suis pas sûr que on est arrivé à cette concrétisation. Vous vous souvenez certainement en 2023 ou même 2022, il y avait déjà un budget qui prévoyait déjà le reversement de 3000 AME. On n'y est jamais arrivé jusqu'à ce que quelqu'un nous dise que c'était parce qu'on devrait bitumer une voie du septentrion que oui, il serait carrément ou quasiment impossible ce reversement. Donc, voyez-vous, pas impossible. Non, sois un réaliste, pas impossible. S'il vous plaît, mais vous répondez à ma question toujours là. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas dans le bis repetita? Et moi qui a été victime, excusez-moi l'expression de cette tromperie politique ou gouvernementale, je veux rester Saint Thomas. C'est vrai, c'est la fin du mandat du président Talon. Et faudra-t-il sincèrement arriver à se faire applaudir, et je suis prêt à le faire, puisque ce budget sera mis en exécution à partir de janvier prochain. Je veux bien voir. Pour croire, ce n'est pas du scepticisme. Je veux quand même que mon chef de l'État réalise cette promesse-là, puisque depuis 2021,
on sait que nous étions normalement dans le hautement social, mais que franchement, sur le terrain, des résultats probants, nous n'en avons pas eu. C'est vrai que quand vous parcourez la ville, vous constatez que tout scintille autour de vous, tout brille autour de vous, mais est-ce que l'humain brille aussi comme ça de l'intérieur? Est-ce que oui, nous arrivons à joindre les deux bouts comme cela se doit? Je pense que si ce budget-là a encore pris en compte un certain nombre de problèmes sociaux et qui pourraient amener la jeunesse à se nourrir, à se vêtir, à ne serait-ce que satisfaire aux besoins fondamentaux, ce serait bravo. Et je pense que ce budget a encore répété ce qu'on a entendu. Et là encore, on voudrait bien voir. Moi, en tout cas, particulièrement, je veux voir avant de croire. D'accord. Merci à vous, Monsieur Sopeta. Monsieur Godonou, vous avez la parole. Ma question, vous y avez finalement répondu. Oui. Merci beaucoup. Même question pour vous, hein, Monsieur Godonou, voilà, j'y arrive. Je demandais si, avec ces projections et ces prévisions, est-ce qu'on peut dire que l'exécutif reste attentif peut-être au cadrage demandé ou aux récriminations de la jeunesse en adaptant ses priorités budgétaires en conséquence? Je peux dire a priori que c'est un budget sur le plan social prometteur parce que le budget n'est pas encore mis en exécution. Mais il y a eu des actes qui ont été posés et qui ont été réitérés. Vous avez parlé de PSI, le programme social d'insertion des jeunes. Je pense que depuis... Il y a également on va dire la reconversion ou l'insertion dans la fonction publique des AME, finalement pour 2026. Voilà. Je vais d'abord parler du PSI, qui est une réalité. Il y a une réalité tangible, il y a des jeunes, s'il vous plaît, non, il sait que le PSI existe, mais c'est l'autre volet qui semble être un peu fallacieux, au fait. Mais pour le programme d'insertion, c'est une réalité. Je connais un ami ou des amis qui ont pris par là et ça les a lancés dans leur carrière professionnelle. Ça leur a permis de décrocher des emplois stables ailleurs. Maintenant, quand on parle aussi de reversement des AME, c'est toute la problématique. Pour le ministère des enseignements secondaires, pour le budget... On va accélérer, là on commence à manquer de temps. Oui, c'est passé à 311 milliards contre 191 milliards, 190 milliards en 2025. Mais dans aucun point, on a eu réellement des garanties suffisantes en ce qui concerne les AME. La preuve, ici, je peux vous lire, il y a le recrutement et la formation des professeurs adjoints pour l'obtention du CAPES et du CAPET. Et on veut maintenant aussi axer, au fait, la politique autour de, autour de la construction, la modernisation et l'équipement des établissements. Oui. Les établissements d'enseignement secondaire général et des établissements techniques de la formation professionnelle. Donc, on n'a pas eu de garantie suffisante par rapport à ça, mais le PSI est une réalité aujourd'hui. Donc, nous attendons, comme Nicolas l'a dit... La garantie, c'est l'État qui s'en charge. On n'a pas besoin de vous donner des garanties, puisque c'est l'État qui évalue les projets, la mise en application, les conditions, etc. Donc, oui, je n'en disconviens pas. Si ce n'est pas possible, on vous dira que c'est... Mais on a dit que ce n'est pas possible, et donc c'est pourquoi on ne peut pas s'attarder sur ce facteur-là. Et maintenant, revenons un peu sur... le projet social du gouvernement. Moi, je pense en réalité que le gouvernement travaille beaucoup plus sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a des entreprises qui veulent s'installer au Bénin, mais la formation n'est réellement pas de qualité. Donc, il faut axer réellement. Parce que quand vous êtes bien formé, quand nous prenons la Chine, parce qu'il y a une main-d'œuvre moins coûteuse, mais de qualité. Donc, on a besoin d'abord qu'on forme la jeunesse. On ne peut pas dire, bon, on veut recruter la jeunesse, mais c'est sur quelle base? Si la jeunesse n'a pas reçu une formation qualifiée pour exercer un certain nombre de travail, je pense que ce serait problématique. Donc, ce que moi j'apprécie, c'est le capital, c'est en fait la politique qui est axée sur la formation des jeunes. C'est ça qui est très important. S'ils sont très bien formés, ils pourront se lancer dans une carrière professionnelle réussie et épanouie. Sinon. Oui,
Non, pas le social, l'orientation vers l'emploi pour la jeunesse. C'est toujours bien de former la jeunesse, parce que, vous savez, on dit que la connaissance coûte cher, mais l'ignorance coûte davantage. Donc c'est toujours bien de former, de mettre beaucoup de budget, beaucoup de fonds à former. Ce n'est pas un problème. Moi, mon problème se situe au niveau de l'application, de la mise en exécution des projets. Vous prenez le PSIE, que Godonou a chanté, a louangé tout le temps. Moi, j'ai des amis qui ont passé 2 ans dans une entreprise, d'accord, qui ont fini les 2 ans, plusieurs amis, ils ont fait les 2 ans, ils ont gagné les 200 ou 100 et quelques mille. Donc, ils ont fait un standing de vie. Et après les 2 ans, ils se sont retrouvés à la maison. Et ils sont actuellement en train de se chercher. Je ne voudrais pas que ça recommence. Ce que je souhaite, c'est qu'on améliore vraiment le PSIE. Qu'on l'améliore, pour que les jeunes n'aillent pas faire quelques années dans une entreprise, qu'ils aient déjà, et qu'ils soient déjà coachés à la chose, professionnels et tout, et qu'ils finissent, et qu'ils se retrouvent à la maison. Ou bien qu'ils se retrouvent à se rechercher dans la vie active. Ce n'est pas bien. Et j'espère qu'on a vraiment analysé, fait le bilan de l'exécution de ces projets-là, pour ne pas toujours continuer d'investir dans ces projets tels qu'on l'a fait par le passé. Qu'on capitalise le succès et qu'on améliore. D'accord. On finit avec vous. Ouais, je vous remercie très sincèrement. Je voudrais attirer notre attention sur un fait. Déjà, il y a un volet de la question que vous avez posée que mes amis n'ont pas prise en compte. Je comprends. C'est par rapport à leur profil. Et permettez-moi, par rapport à mon profil, d'attirer notre attention sur le fait que le gouvernement décide d'aider les petites et moyennes entreprises. C'est, en d'autres termes, c'est là, en fait, si nous comprenons nous tous comment est-ce que l'État béninois trouve les fonds pour reverser les AME dans la fonction publique, si vous et moi, surtout nos chers enseignants ici, tel que vous nous apprenez à l'école, si vous connaissiez que l'État dans lequel nous sommes, son poumon, en tout cas son oxygène, c'est le fisc, alors vous comprendrez que même si on ne citait pas directement, avec précision et chiffres, combien d'AME seraient reversés à raison de tels milliards, le simple fait qu'on ait parlé de donner de force aux petites et moyennes entreprises, vous allez constater que c'est déjà que l'État mise sur les impôts. Et les impôts ne viendront que des entreprises en bonne santé. Je voudrais répondre un peu directement à M. Wessinon, que si ces 2 amis se retrouvent à la maison, c'est parce que justement, les entreprises qui les ont gardées n'ont pas les moyens, l'écosystème actuel ne permet pas aux entreprises, après que l'État ait fini de subventionner, de les garder. Et c'est ça justement, ça veut dire que nos dirigeants comprennent le problème là. J'ai dit sur un des plateaux ici, une émission où je disais que le prochain président de la République qui viendra en 2026, si dans les 100 premiers jours, il ne réussit pas à sortir les petites et moyennes entreprises de l'ornière, il ne pourra pas diriger le Bénin. Parce que la recette et les engagements de l'État par rapport... Vous êtes bien péremptoire. Vous dites? Vous êtes bien péremptoire, il faut continuer. Oui, non, ce que je dis, c'est du réel. Par exemple, je vois, aujourd'hui, on a le tiers du budget de 2026 qui va dans le social. Et ce n'est pas des prêts, c'est sur la recette. 1 milliard 300 millions. 1000 milliards 300 millions. Si on prend ça pour investir dans le social, on compte sur les 18% que les entreprises doivent verser, comme TVA et autres, pour pouvoir le faire. Si les entreprises ne sont pas en bonne santé, ils auront beau recevoir les papiers des impôts, mais ils ne pourront pas répondre. Et là, ceux qui espèrent avoir 500 000, 200 000 sur ces 1000 milliards et quelques ne l'auront pas. Et donc, comprenez que c'est ceux qui voudront plus attendre le gouvernement sur la question, ce sont les petites et moyennes entreprises. Et j'invite même ceux qui hésitent à compter sur la formation professionnelle et à revenir en appui au gouvernement pour que nos chers enseignants qui hésitent soient tous reversés en 2026, pour que nous puissions voir véritablement
que le pays a fait du social. Je ne voudrais pas citer, mais il sait très bien qu'il y a eu le hautement social. Merci. Mais il l'a reconnu dans son numérique, mais il a quand même reconnu. Allez, merci à chacun de vous. Malheureusement, on n'a pas le temps de continuer dans l'antenne. Merci déjà à vous, monsieur Nicolas Soupétan, vous êtes enseignant. Merci Florent Rossinon, journaliste. Merci à vous, Roméo Aïssegbe, vous êtes consultant en génie civil, analyse politique, et vous, Innocent Godono, vous êtes enseignant également. Mesdames et messieurs, merci surtout à vous de nous avoir suivis. On a débattu de deux sujets, l'affaire du meunier qui nous a permis de sensibiliser la jeunesse à l'usage du numérique, et enfin les provisions du gouvernement pour l'exercice 2026 avec au cœur non seulement le social mais également l'insertion professionnelle des jeunes, l'emploi qui est de nouveau une priorité. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Vous pouvez suivre notre chaîne sur le www.télébénin.com, sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, et télécharger notre application Télé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Le télé avec vous, pour vous. Très bon week-end. On se retrouve dimanche, voilà, sur le plateau que vous connaissez. Et vous, chers amis, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à nous.